Chapitre 19, vidéo numéro 4, théorème de dérivation des fonctions réciproques. Soit f une fonction bijective de i dans j est dérivable sur i. Je prends b un point de j et je note a son unique antécédent. f-1 est dérivable en b si et seulement si f' de a est non nul. Donc ça c'est une équivalence qui est importante qui permet de donner une condition nécessaire et suffisante au fait que f-1 soit dérivable en b. Et dans ce cas, on connaît l'expression de la dérivée. L'expression de la dérivée, ce sera la dérivée de f-1 au point B, ce sera 1 sur la dérivée de f au point A. Évidemment, on cherche une expression en fonction de B, donc il est de bon goût de chercher un résultat en fonction de B. Pour ce faire, on remplace A par f-1 de B, puisque A et f-1 de B sont égaux. Je vous recommande d'aller voir dans le chapitre 4 l'interprétation géométrique de ce théorème. Si on regarde par exemple, donc ici en bleu, j'ai la courbe d'une fonction f, et en marron, la courbe de sa réciproque. Si par exemple on se place au point a égale 0, il est envoyé évidemment sur le point, b c'est f de a, c'est 0 aussi. La fonction f, vous voyez que sa dérivée est nulle en 0, ce qui se traduit géométriquement par une tangente horizontale, et par symétrie par rapport à la première bisectrice, ça va se transformer en une tangente verticale pour la courbe marron. Et s'il y a une tangente verticale, ça veut bien dire que la fonction n'est pas dérivable en ce point. Par contre, si on se place en ce point-là, qu'il faudrait appeler AB pour coller avec les notations du chapitre 19, ici ce serait le point de coordonnées BA. Donc ici vous voyez que f' de A est non nul, et f' de A représente le coefficient directeur de cette tangente en rouge. Par symétrie, cette tangente en rouge est transformée en cette tangente ici orange, et on avait expliqué à l'époque que quand on fait le symétrique d'une droite par la symétrie par rapport à la droite d'équation y égale x, une droite de coefficient directeur alpha non nul est transformée en une droite de coefficient directeur 1 sur alpha. Ce qui veut bien dire que si ici le coefficient directeur vaut f' de a et que f' de a est non nul, ici j'aurai une droite qui aura un coefficient directeur égal à 1 sur f' de a, ce qui veut bien dire que f-1' de b sera égal à 1 sur f' de a. D'accord ? C'est exactement du coup l'interprétation géométrique de cette formule. La démonstration de ce théorème, elle est importante. Il y a un sens où c'est assez simple, de la gauche vers la droite, donc je suppose que f-1 est dérivable en b. On sait aussi que f est dérivable en a. Donc d'après le théorème précédent, je peux dériver f-1 rond f, et f-1 rond f, j'ai une formule pour le faire, c'est l'utilisation de la dérivée d'une composée. Et donc, bon, après j'ai juste remplacé f de a par b. Donc on est bien d'accord, ça fait f-1' évalué à f de a fois f' de a. Or, f-1 rond f et f-1 c'est deux fonctions réciproques, donc évidemment si je les compose, j'obtiens la fonction identité. Dans ce sens, j'obtiens la fonction identité de i, c'est-à-dire la fonction qui a x associe x, qui est évidemment une dérivée constante égale à 1. Donc, si j'égalise ces deux expressions, j'obtiens que f-1' de b fois f' de a vaut 1. Et donc, j'obtiens deux choses. J'obtiens d'une part que f' de a est non nul. Donc, on a démontré l'implication, qui consistait à démontrer que f-1 est dérivable en b implique f' de a non nul. Et j'ai en plus trouvé la formule f-1' de b égale 1 sur f' de a. La réciproque, on suppose que f' de a est non nul, et on veut démontrer que f-1 est dérivable au point B. Plus précisément, ce qui est facile, c'est qu'on sait déjà à l'avance qu'est-ce qu'on doit démontrer. On sait qu'on doit démontrer que ça vaut 1 sur f' de a, puisque d'ailleurs c'est l'expression de dérivée qu'on a trouvée ici. On y va. Donc déjà, ce qu'on va utiliser, c'est la dérivabilité de f en a, qui s'écrit comme ceci. Et l'idée, c'est quoi? C'est qu'on va remplacer x par f-1 de y. f-1, elle est continue en b. Pourquoi? Parce que f est dérivable, donc f est continue. Et on a déjà démontré dans le chapitre 14 que la réciproque d'une fonction continue est elle aussi continue. Donc f-1 est continue en b puisque f était continue en a.
D'où f-1 de y tend vers f-1 de b quand y tend vers b, c'est-à-dire tend vers a. Du coup, on peut composer les deux limites ici, encore une fois. Je peux bien remplacer le x qui est ici par f-1 de y, puisque x il devait tendre vers a, et f-1 de y il tend bien vers a. Du coup, j'obtiens cette expression-là, j'obtiens cette limite ici. Donc, tend vers f' de a quand y tend vers b. Ici, j'ai juste réécrit que f de f-1 de y, ça fait y, que b, ça fait f de a, et puis j'ai remplacé a par f-1 de b. Donc j'ai rien changé entre cette ligne et cette ligne. C'est juste une réécriture. Et là, vous voyez quoi? Vous voyez que c'est terminé, on voit bien apparaître le taux d'accroissement. Si ce n'est qu'il faut passer à l'inverse, c'est exactement l'inverse du taux d'accroissement. J'ai le droit de passer à l'inverse puisque la limite est non nulle, donc on sait que l'inverse tendra vers l'inverse de la limite. Et donc c'est terminé. On a bien démontré que f-1 est dérivable en b et que f-1' de b vaut 1 sur f' de a. Je vais juste remarquer au passage que cette formule f-1' de b égale 1 sur f' de a, on l'a démontré dans les deux sens de l'implication. C'était pas obligé. Les deux sens de l'implication, c'était pour démontrer l'équivalence entre f' de a non nul, entre f' de a non nul et f-1 est dérivable en b. Et à partir du moment où c'est du coup cette formule-là, pardon, il suffisait de la démontrer dans l'un des deux cas. Nous, on l'a démontré dans les deux cas. Des exemples d'application de ce théorème. L'exemple 3, c'est très rapide. C'est l'exemple qui correspond à la figure que je vous ai montrée tout à l'heure. La fonction f, donc je prends pour fonction f la fonction carré, qui est dérivable sur R+, bijectif de R+ dans R+. Sa fonction réciproque, c'est la fonction g. On fixe un y ou un b, si vous préférez, dans R+, et je pose x ou a, peu importe, son unique antécédent. La fonction f, je la dérive, on obtient f' de x égale 2x, et on en déduit du coup que f' de x est non nul si et seulement si y est non nul. On retrouve donc que g est dérivable si et seulement si y est non nul, c'est-à-dire que g est dérivable en R plus étoile, mais pas en 0. Vous voyez que ce théorème nous donne des équivalences, c'est-à-dire il nous dit où est-ce que la fonction est dérivable et où est-ce que la fonction ne l'est pas. Donc il nous dit que la fonction f-1 est dérivable en y si et seulement si y est non nul. Du coup, on obtient que g' de y vaut 1 sur f' de x, c'est-à-dire 1 sur 2x. Donc ça, c'est une étape que vous pouvez utiliser pour mémoriser la formule. Mais évidemment, ce qui est indispensable, c'est d'arriver au bout à 1 sur 2 racines de y. L'interprétation géométrique, j'ai dit voir chapitre 6. Il me semble que c'est plutôt le chapitre 4 que je vous ai montré tout à l'heure, page 11. On l'a vu ici. Ça, je l'ai pris page 11 du chapitre 4. Corollaire 1. Le corollaire 1, c'est quoi? Vous vous en souvenez de ce corollaire? C'est quand la fonction f' ne s'annule jamais, soit f une fonction bijective d'un intervalle i sur intervalle j est dérivable sur i. Si la dérivée de f ne s'annule jamais, alors f-1 est dérivable partout. Du coup, on n'a pas besoin d'utiliser l'équivalence que j'ai utilisée ici. Et dans ce cas-là, cette formule est vraie tout le temps. Donc évidemment, c'est plus simple d'appliquer le corollaire, mais on ne peut l'appliquer que si la dérivée de f ne s'annule jamais.